Pendant 3 semaines, en janvier 1922, près de 90 000 visiteurs défilent devant un tableau, à Londres, dans les salles de la Galerie nationale. Certains viennent par curiosité, d'autres, disent les témoignages de l'époque, se comportent presque comme à des funérailles nationales. Cette toile s'apprête à quitter le pays pour toujours, vendue à un magnat américain. Ce soir-là, dans la pénombre de la galerie, le directeur du musée s'approche du dos de la toile, sort un crayon et écrit 2 mots que personne ne verra avant des décennies. Comment un simple morceau de tissu peint a-t-il pu provoquer un tel attachement collectif? Et pourquoi près d'un siècle plus tard, des scientifiques armés de rayons X allaient découvrir que cette toile portait, cachée sous sa surface, non pas une, mais 2 histoires différentes? Regardons-le ensemble, comme si nous entrions dans cette galerie pour la première fois. Un jeune homme se tient debout, presque grandeur nature, vêtu d'un costume de satin bleu si éclatant qu'il semble émettre sa propre lumière. Sa hanche est légèrement projetée vers l'avant, sa main repose sur sa taille, l'autre tient un chapeau à plumes d'autruche. Derrière lui, un ciel sombre et tourmenté. Tout, dans cette pose, respire l'assurance aristocratique. On appelle ce type de portrait, en anglais, le portrait à la bravade. Le message semble limpide. Voici un jeune noble, héritier d'un nom et d'une terre. Mais regardez son costume de plus près. Ce collet fendu, ces culottes bouffantes, cette fraise de dentelle au col. Rien de tout cela n'appartient à la mode de 1770. C'est une mode vieille d'1 siècle et demi, celle de la cour du roi Charles Ier dans les années 1630. Le jeune homme ne porte donc pas les vêtements de son époque. Il porte une citation adressée à un peintre précis, Antoine van Dyck, portraitiste flamand de cette même cour disparue dont Gainsborough admirait le travail au point, dit-on, de vouloir le retrouver au paradis. En habillant son modèle à la manière de Van Dyck, Gainsborough se place lui-même dans la lignée du portraitiste le plus prestigieux de l'aristocratie anglaise. Ce costume porte peut-être aussi une part de nostalgie pour un temps où l'ordre social paraissait plus stable. Mais avant tout, c'est un geste d'artiste, une manière de dialoguer avec un maître mort depuis 1 siècle, en pleine effervescence d'une Angleterre traversée par les tensions coloniales et l'essor d'une nouvelle bourgeoisie industrielle. À l'époque, Thomas Gainsborough a 43 ans et vit à Bath, ville thermale prisée par l'aristocratie anglaise. Les commandes de portraits affluent, l'argent aussi. Mais Gainsborough déteste ce métier. Sa véritable passion, ce sont les paysages, et les paysages, en Grande-Bretagne, ne se vendent pas. Dans une lettre restée célèbre, il se plaint amèrement de devoir se traîner de commande en commande pour gagner sa vie, pendant que d'autres, dit-il, contemplent tranquillement les arbres verts et le ciel bleu depuis une voiture confortable. 2 ans plus tôt, en 1768, il devient l'un des membres fondateurs de la nouvelle Académie royale des arts. Ce tableau, présenté à l'exposition annuelle de 1770 sous le titre neutre de Portrait d'un jeune gentleman, ne semble avoir eu à ce jour aucun commanditaire identifié avec certitude. Il est donc possible que Gainsborough l'ait conçu, au moins en partie, comme une démonstration publique de son propre talent face à un public d'artistes et de critiques venus juger le meilleur portraitiste du royaume. C'est précisément là qu'intervient son grand rival, le président de cette même académie, Sir Joshua Reynolds. Longtemps on a cru connaître la véritable raison de ce tableau. Une légende tenace prétend que Gainsborough l'aurait peint pour défier ouvertement Reynolds, qui affirmait dans ses discours que les couleurs froides, comme le bleu, ne pouvaient jamais dominer une composition et devaient rester en périphérie, au service des tons chauds placés au centre. Selon cette histoire, Gainsborough aurait relevé le gant en plaçant un bleu éclatant en plein cœur de sa toile. C'est une belle histoire. Elle est fausse, du moins dans sa chronologie. Gainsborough achève et expose son tableau en 1770. Reynolds ne formule cette préférence dans son 8e discours que 8 ans plus tard, en 1778. Le défi littéral n'a donc jamais pu avoir lieu tel qu'on nous raconte. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que bien avant que Reynolds ne formule publiquement sa préférence pour les tons chauds au centre d'une composition, Gainsborough démontre déjà, sur cette toile, qu'un bleu dominant peut soutenir à lui seul toute la présence d'une figure.
L'anecdote du duel est un embellissement postérieur. La démonstration picturale, elle, est bien réelle et bien antérieure. Avançons vers un second malentendu, plus profond. Pendant plus de 2 siècles, le public a supposé que ce garçon appartenait à la haute noblesse. En réalité, tout indique qu'il venait d'un milieu bien plus modeste. 2 hypothèses s'affrontent parmi les historiens. La première identifie le modèle, à Jonathan Buttall, fils d'un négociant en quincaillerie qui devint le premier propriétaire connu du tableau. C'est la version la plus ancienne, fondée essentiellement sur la provenance de l'œuvre. La seconde, avancée en 2013 par l'historienne Suzanne Sloman dans le Burlington Magazine, propose plutôt Gainsborough Dupont, le neveu et unique assistant du peintre qui vivait sous son toit et posait fréquemment pour lui. Sloman s'appuie sur des ressemblances relevées entre ce visage et d'autres portraits documentés de Dupont. Aucune lettre, aucun contrat ne permet de trancher définitivement entre les deux. Les conservateurs actuels de la collection Huntington penchent aujourd'hui plutôt vers Dupont, tandis que de nombreux guides plus anciens continuent de nommer Buttall. Il faut mesurer à quel point ce choix était audacieux, indépendamment même de l'identité du modèle. La toile mesure 177,8 cm sur 112,1 cm, un format en pied, grandeur quasiment réelle. Dans la hiérarchie académique du XVIIIe siècle, ce format était traditionnellement réservé aux monarques, aux généraux, aux archevêques, à ceux dont le rang justifiait qu'on les peigne debout, en entier, dans toute leur prestance. Peindre à cette échelle un jeune homme sans titre connu constituait déjà, en soi, un geste qui sortait des usages établis, bien avant même qu'on se penche sur le costume ou sur l'identité précise du modèle. Mais peu importe, en un sens, lequel des deux posait ce jour-là. Ce qui frappe, c'est le geste lui-même. Prendre un jeune homme sans titre et le peindre avec l'assurance suprême d'un héritier. On peut y voir une forme de moquerie discrète envers l'aristocratie qui payait Gainsborough pour ses portraits. On peut aussi y voir simplement la démonstration qu'un peintre peut construire avec de la couleur, une pose et un éclairage, une présence que la naissance seule ne garantit pas. Le costume d'ailleurs n'appartenait même pas au modèle, c'était un accessoire d'atelier que Gainsborough réutilisait sur d'autres jeunes hommes comme son neveu ou un certain Edward Gardiner. Un même vêtement, plusieurs visages différents portés dessus au fil des années. Écoutons maintenant ce que révèlent les pigments eux-mêmes. Le bleu qui domine la toile n'est pas une seule couleur, mais un empilement d'au moins 4 pigments différents, identifiés par analyse scientifique. L'azurite, le bleu de Prusse alors récent sur le marché, l'outremer obtenu à partir du précieux lapis lazuli et la smalte. Assembler ces 4 bleus en une seule surface cohérente demandait une maîtrise rare de la superposition des glacis. Le résultat donne à ce satin peint une profondeur presque lumineuse depuis l'intérieur. Un effet que la doctrine picturale de l'époque, centrée sur les tons chauds, n'anticipait pas. Mais avant d'aller plus loin, il faut parler de ce que les instruments modernes ont réellement trouvé sous cette couche de bleu. En observant attentivement le fond du tableau, à gauche, la texture des coups de pinceau semble étrangement chaotique. Elle dissimule une déchirure du tissu, en forme de L, longue de près de 28 cm, recousue par des restaurateurs anonymes au XIXe siècle. Et dans le coin inférieur droit, là où l'on distingue aujourd'hui un tas de pierres et de terre irrégulières, la matière peinte ne se comporte pas tout à fait comme une roche. Elle est plus souple, plus volumineuse. Entre 2018 et 2020, la bibliothèque Huntington, qui conserve le tableau depuis un siècle, lance un vaste projet de restauration baptisé Project Blue Boy. Sous la direction de la restauratrice Christina O'Connell, l'équipe utilise la réflectographie infrarouge et la radiographie numérique, 2 technologies capables de voir sous les couches de peinture. Les résultats révèlent en réalité 2 découvertes distinctes qu'il ne faut pas confondre. D'abord, au-dessus de la tête du jeune homme en bleu, la radiographie fait apparaître les restes d'une composition humaine plus ancienne, le sommet d'une tête et des éléments clairs de vêtements, sans doute un col ou une pièce de linge blanc. Cette figure appartient probablement à une utilisation antérieure de la toile avant même que Gainsborough n'entreprenne le portrait que nous connaissons. Ensuite, séparément, l'examen infrarouge confirme qu'au cours même de l'élaboration du portrait actuel, un chien blanc et duveteux, un Spitz, avait été peint au pied du jeune homme avant que Gainsborough ne le remplace par les pierres que nous voyons aujourd'hui. Ces 2 technologies ne montrent d'ailleurs pas la même chose, et c'est précisément leur combinaison qui rend ces découvertes fiables. La radiographie aux rayons X révèle surtout les pigments denses en métaux lourds, comme le blanc de plomb, très utilisé pour les carnations
et les tissus clairs à cette époque. C'est ce blanc de plomb, appliqué pour la figure plus ancienne, qui apparaît nettement, presque lumineux, sur les clichés radiographiques. La réflectographie infrarouge, elle, pénètre les couches superficielles de peinture et révèle plutôt les lignes de dessin sous-jacentes, les repentirs, les esquisses au fusain ou au crayon que l'artiste a pu tracer avant de peindre. En croisant les deux méthodes, la restauratrice Christina O'Connell et son équipe ont pu distinguer ce qui relevait d'une figure entièrement peinte, avec volume et matière, de simples ajustements de contours. Deux secrets donc, et non un seul. Le premier appartient peut-être à un tout autre tableau, abandonné, avant même que l'idée du garçon en bleu n'existe. Le second appartient à l'histoire même de ce portrait, à une étape de son élaboration où le peintre a changé d'avis. Réutiliser une toile ancienne était à cette époque une pratique tout à fait courante et parfaitement plausible. La toile coûtait cher et peu de peintres gaspillaient un support déjà tendu et préparé. Cette explication simple n'a rien de déshonorant, et le Huntington lui-même la présente comme l'hypothèse la plus probable. Mais elle ne répond pas à toutes les questions. Pourquoi cette composition antérieure fut-elle abandonnée avant d'être achevée? Et à quel moment Gainsborough décida-t-il de substituer à cette première figure l'idée d'un jeune homme en costume bleu? Les archives de Gainsborough ne mentionnent aucun contrat rompu, aucune commande interrompue durant cette période. Ce silence des documents ne prouve rien en soi. Beaucoup de travaux d'atelier, à l'époque, ne laissaient aucune trace écrite. Il signifie seulement que, sur ce point précis, l'histoire ne nous a rien transmis. Quant au chien, plusieurs hypothèses circulent pour expliquer sa disparition. L'une d'elles avance que sa texture duveteuse serait entrée en concurrence visuelle avec les plumes du chapeau, ou aurait adouci une composition que Gainsborough voulait plus sévère. C'est une lecture séduisante, mais elle reste une hypothèse parmi d'autres, et non un fait documenté par la restauration elle-même, qui se contente de confirmer la présence, puis l'effacement de l'animal. Ce que ces découvertes nous apprennent en définitive, ce n'est pas qu'un homme a été délibérément effacé de l'histoire pour faire place à un adolescent. C'est quelque chose de plus mesuré, et peut-être de plus troublant encore. Une seule surface de toile a porté, à des moments différents, au moins 3 compositions distinctes, dont 2 ont disparu sous la 3e, sans laisser derrière elles ni nom, ni date précise, ni explication. La science peut aujourd'hui reconstituer l'ordre des couches, identifier les pigments, situer approximativement une tête ou un chien sous le vernis. Elle ne peut pas nous dire pourquoi ce premier portrait fut interrompu, ni qui posait pour lui. Cette toile a connu, après la mort de son auteur, une seconde vie tout aussi mouvementée, quoique d'une autre nature. Au milieu du XXe siècle, aux États-Unis, l'élégance du costume et la douceur du visage entrent en collision avec un idéal de masculinité beaucoup plus rude. En 1970, le magazine satirique Mad publie une bande dessinée intitulée Prissy Percy, qui détourne ouvertement l'image du garçon en bleu à des fins moqueuses, dans un contexte explicitement homophobe. Le créateur de la bande dessinée Dennis la Malice, Hank Ketcham, reprendra lui aussi ce même stéréotype dans d'autres travaux. Mais quelques années plus tard, le sens de l'image bascule complètement. Un militant du mouvement de libération homosexuelle, Don M. Binder, place une reproduction du tableau en couverture du tout premier numéro d'un journal gay, transformant une image de moquerie en symbole de fierté assumée. Plus récemment, en 2020, l'historienne Valérie Edquist propose une lecture à travers le prisme des études de genre, soutenant que la douceur androgyne du visage et la théâtralité du costume défiaient déjà, à leur manière, les normes de masculinité du XVIIIe siècle. Voilà une chose curieuse. Comment une seule image peut-elle porter, selon les décennies, des significations aussi radicalement opposées, de la caricature homophobe à l'icône revendiquée. Il faut encore mentionner ce détail resté longtemps invisible du public. Sur le châssis en bois, au dos de la toile, une inscription au crayon a été retrouvée. 2 mots d'adieu, tracés en secret en 1922 par Charles Holmes, directeur de la Galerie nationale, juste avant l'expédition du tableau vers l'Amérique. Cet homme, chargé d'organiser le départ définitif du tableau, a ressenti le besoin d'écrire un mot d'adieu à une toile. Pas à une personne, à une toile.
Cela en dit long sur l'attachement que ce portrait avait fini par susciter, bien au-delà de sa valeur marchande. Alors, que reste-t-il, au bout du compte, de ce garçon en bleu? Une pose empruntée à un peintre flamand disparu plus d'un siècle avant lui. Un costume qui appartenait déjà au passé lorsqu'il fut peint. Un chat effacé au cours du travail. Une déchirure recousue. Et, quelque part au-dessus de sa tête, sous des couches de vernis et de peinture bleue, les traces d'une figure plus ancienne, dont nous ne savons presque rien. Le jeune homme visible n'a peut-être jamais été noble. Pourtant, son image est devenue l'une des plus célèbres du monde anglophone, reproduite, gravée, portée en costume de bal, citée au cinéma. L'homme peint dessous, lui, n'a même plus de nom. Nous pouvons retrouver la forme approximative de sa tête. Nous pouvons identifier certains pigments, reconstruire l'ordre des couches, distinguer ce que Gainsborough a conservé de ce qu'il a recouvert. Mais la science ne peut restituer ni son nom, ni la raison pour laquelle son portrait fut abandonné. Le tableau nous rend son visage en partie. Il nous refuse toujours son histoire. Alors dites-moi, entre le jeune homme que tout le monde reconnaît sans connaître son vrai nom et l'inconnu que personne ne reconnaît mais dont la tête existe bel et bien sous la couleur, lequel des deux mystères vous semble, au fond, le plus troublant ?